En gros, les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats et Koweït, ont trois grands partenaires privilégiés, les États-Unis, numéro un, la Grande-Bretagne ensuite, et la France, trois pays membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, avec lesquels ils ont signé souvent des accords de défense et avec lesquels ils signent de nombreux contrats. Donc tout ça remonte, est historique. Simplement, la France a profité, ou a voulu profiter, d'une espèce de désamour entre les États-Unis et notamment l'Arabie Saoudite pour essayer de vendre encore plus à ces pays-là. Ça a été la fameuse diplomatie économique de Laurent Fabius, qui a été couronnée d'un succès mitigé quand même. Hein. On nous a fait beaucoup de promesses, mais en fait peu de contrats ont été signés, même si ça n'est pas négligeable. Donc ça c'est le premier point. La France a voulu profiter effectivement du fait que les États-Unis s'étaient rapprochés de l'Iran, que les États-Unis n'étaient pas intervenus en Syrie en 2013 pour se propulser, apparaître comme un partenaire important, mais ça reste quand même, notamment aux yeux de l'Arabie Saoudite, la France un partenaire, ce que j'appelle de compensation, ce que les Saoudiens appellent un partenaire de compensation, c'est-à-dire en deuxième rang. Il ne faut pas se tromper quand même. Ensuite, dans ces négociations, les aspects humanitaires, droits de l'homme, etc. sont peu présents. Et c'est un reproche qu'on peut faire à la diplomatie française. Du temps de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères avait donné consigne à ses collaborateurs de ne pas parler des atteintes aux droits de l'homme en Arabie Saoudite pour ne pas gêner justement cette diplomatie économique. Au Yémen également, la France reste extrêmement silencieuse ou réagit tardivement en général lorsqu'il y a la coalition militaire conduite par l'Arabie Saoudite, comme ça s'est passé il y a un mois, eh bien, est responsable de carnage, etc. Donc une posture française quand même assez docile, je dirais, assez complaisante à l'égard de ces régimes pour essentiellement effectivement ne pas perturber nos relations commerciales, et puis parce qu'aussi il y a une convergence diplomatique entre la France et ces pays-là, entre la France et l'Arabie Saoudite notamment, à propos de la Syrie, chaque pays luttant pour le départ de Bachar el-Assad. Donc tout ça pèse un petit peu sur notre diplomatie au Moyen-Orient. Ces pratiques sont le fait d'une minorité d'hommes politiques français. Il ne faut pas accuser toute la classe politique d'aller mendier, notamment auprès de l'ambassade du Qatar. Mais il y a eu des dérives très marquées qui ont excédé notamment les Qatariens, aussi bien à Paris qu'à Doha. C'était par exemple un secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, qui essayait de monnayer sa parole et de bloquer des questions gênantes posées par les députés lors des questions d'actualité. Il y avait une espèce de volonté de promouvoir une agence de communication qui gérerait un petit peu justement la parole des parlementaires. Ça relève quand même du trafic d'influence. Et le Qatar n'a pas voulu tomber dans ce piège-là, mais ça a beaucoup énervé les responsables qatariens. Il y avait aussi tel député qui demandait pour sa femme un billet d'avion et lui-même pour aller à Doha passer quelques jours de vacances. D'autres, Rachida Dati, qui demandait 400 000 € à l'ambassade du Qatar pour financer une association d'ambassadeurs dans le 7e arrondissement dont elle est maire à Paris. Et ce qui est important de comprendre, c'est que à partir de 2012-2013, le Qatar justement a changé ses pratiques en France. Entre 2007 et 2012, il y a eu effectivement une dérive de la part de l'ambassade du Qatar à Paris qui a généreusement adressé des cadeaux, de l'argent à un certain nombre d'hommes politiques français. Ensuite, le Qatar a subi un Qatar bashing en 2012-2013 dans la presse comme dans les milieux de l'édition. Les autorités qatariennes, aussi bien l'émir père à l'époque que son fils Tamim qui lui a succédé, ont été excédés par ce Qatar bashing et ne comprenant pas que d'un côté le Qatar investissait en France, dans l'économie, dans un pays qui leur est cher, avec lequel ils ont d'excellentes relations, et en parallèle, eh bien, le Qatar se prenait toutes ces campagnes hostiles. Et alors qu'en parallèle, un certain nombre de parlementaires et d'hommes politiques venaient quémander à l'ambassade. Donc le nouvel émir a décidé de mettre un terme à cette
politique-là. Au Qatar, il a entrepris une opération main propre et il y a eu une traduction à l'ambassade à Paris où il a nommé un nouvel ambassadeur, son cousin, cher Michal, qui a eu pour mission un petit peu de nettoyer ces écuries d'audience. Et effectivement, ces pratiques se sont interrompues, simplement, elles sont interrompues, mais de la part d'un certain nombre d'hommes politiques, ça a fait mal. Et donc, ils ont continué d'essayer d'obtenir des billets d'avion, de l'argent, etc. D'où cette rupture qui a eu lieu à Paris, dire on ne peut plus être accusé de tous les maux, ce qui est parfois vrai sur le financement du terrorisme. Le Qatar n'est pas exempt de reproches, mais de manière exagérée aussi lorsqu'on dit que le Qatar achète à France, ce qui est faux. Donc, il y a eu une volonté de nettoyer ces écuries d'OGS. Pourquoi? Parce que les pratiques de cette minorité d'hommes politiques jettent le discrédit sur la relation, jettent le discrédit sur les hommes politiques qui agissent sincèrement avec le Qatar, jettent le discrédit sur les industriels qui, eux, veulent faire des affaires et qui ensuite subissent justement le contre-coup de ces pratiques. Donc, je crois que c'est une espèce d'œuvre de salubrité publique, dire voilà, il faut arrêter ce genre de pratique, assainir la relation et évidemment ne pas rompre avec ces pays-là, mais ne pas les considérer comme des distributeurs de billets de 500 € et continuer de vouloir faire des affaires, mais de manière un peu plus saine. Là, il faut être précis parce que tous les pays du Golfe ne se ressemblent pas. L'Arabie Saoudite a fait beaucoup d'efforts depuis 2001 en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Cela étant, il y a encore en Arabie des individus et des entités qui continuent de financer des organisations terroristes, notamment lors du pèlerinage, lors du Hajj, où des valises d'argent passent d'une main à une autre. Est-ce que l'Arabie Saoudite fait 100% d'efforts pour lutter contre ça? Probablement pas, ils doivent en faire 98, 99%, mais ils laissent toujours une marge parce qu'on revient toujours à l'alliance fondatrice entre les Saouds et les Wahhabites sur laquelle repose ce pays. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le Qatar est soupçonné, est accusé par les États-Unis, qui sont très en pointe, qui sont très vigilants sur cette question-là, beaucoup plus que les Français, est accusé de financer effectivement les terroristes en abritant chez eux une demi-douzaine de financiers du terrorisme. On en a rencontré un, Al-Noemi, qui est réclamé par les États-Unis, qui a versé de l'argent. Tous les chiffres sont cités dans les rapports américains. Al-Qaïda en Irak, au Shebab, à la branche syrienne d'Al-Qaïda, etc. Donc le Qatar est accusé de laxisme parce que cette personne agit encore en toute impunité et libre de ses mouvements au Qatar. Alors, quand on dit ça aux Qatariens, on nous répond, mais on l'a à l'œil, on a à l'œil tous ces financiers du terrorisme, et si jamais on passait à l'action contre eux, toute leur tribu serait contre nous, et donc ça limiterait notre marge de manœuvre. Alors, il y a une part de vrai, mais il y a aussi une part de faux. On passe ensuite au Koweït, un pays dont on parle peu, mais qui est justement un pays qui abrite des anciennes ONG salafistes très puissantes et ONG qui ont profité du climat un petit peu plus laxiste du Koweït, plus démocratique entre guillemets, pour agir et pour financer notamment des groupes rebelles en Syrie comme le groupe Al-Nosra, etc. Depuis 2011-2012. Le Koweït a été, je cite les Américains en 2014, l'épicentre du financement de groupes terroristes en Syrie. Donc voilà, il y a effectivement encore certaines pratiques. Il est faux de dire, comme on l'entend en France, l'Arabie finance Daesh, etc. Non, l'Arabie est victime de Daesh, mais je crois qu'il est important d'exercer encore des pressions pour que la marge de manœuvre qui est accordée à certains financiers du terrorisme se réduise de plus en plus. Il ne s'agit pas de rompre avec ces pays-là, qui sont des pays alliés, qui sont des pays avec lesquels, effectivement, nous avons des relations commerciales importantes, c'est de l'emploi en France, il ne s'agit pas de rompre. Il s'agit, je pense, d'être plus ferme sur nos principes, à la fois en matière de prosélytisme religieux, financement de mosquées en France par des responsables saoudiens, ça n'est plus tolérable, même si ce financement se faisait en toute légalité, on a parlé de la mosquée de Nice, ça se faisait en toute légalité. D'être plus ferme aussi sur les agissements de ces pays-là, notamment en Afrique, où justement l'Arabie Saoudite et le Qatar soutiennent ou propagent un islamisme wahhabite qui ne correspond pas ou contrarie nos intérêts dans ce précaré encore, dans ce Sahel, dans cette Afrique
l'Afrique subsaharienne dans laquelle la France a des intérêts importants. Et donc d'être plus ferme parce que ces pays-là cultivent le zahim, c'est-à-dire respectent les chefs. Et en revanche, ils ne respectent pas des leaders faibles. Et je pense qu'on a été trop complaisant à leur égard ces dernières années parce qu'on voulait leur plaire par rapport à l'Iran, parce qu'on voulait leur plaire par rapport à la Syrie, et que ces pays-là en ont profité, on le voit bien quand même, les promesses qui ont été faites par l'Arabie Saoudite, 50 milliards de dollars d'investissement dans l'économie française, ne se sont pas traduites dans les faits. Et donc il y a une déception, y compris chez les responsables politiques français, chez François Hollande et d'autres aujourd'hui, par rapport à toutes ces promesses qui ont été faites. Donc il faut qu'on soit ferme, il faut qu'on rappelle un certain nombre de principes, et tout en disant que on ne veut pas rompre, qu'il faut aussi qu'on tienne compte du nouveau rapport de force, de la réémergence de l'Iran dans ce contexte-là. Je veux dire, la Suisse, la Suède, la Grande-Bretagne, les États-Unis, parfois tapent du poing sur la table. Lorsqu'il y a des décapitations nombreuses en Arabie Saoudite, la France met 24 heures pour réagir, les Américains mettent 6 heures. Lorsqu'il y a le bombardement au Yémen d'une école qui tue de nombreux civils, la France met 24 heures, les Américains mettent 6 heures. Donc voilà, il faut qu'on ne soit pas acquis. Or, aujourd'hui, les Français paraissent aux yeux d'un certain nombre des responsables des pays du Golfe comme des gens qui leur sont acquis. Donc, quand vous êtes acquis, finalement, on vous fait attendre et on vous fait patienter, et on vous fait espérer des contrats, mais ils ne viennent pas. Donc il faut qu'on réaffirme nos positions, aussi bien en France que dans un certain nombre de pays en Afrique, où ces pays-là agissent peut-être en contradiction avec nos intérêts.